Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne année et tout bien. Que cette année 2021 soit bonne et fructueuse pour tous et que ce virus de Covid-19 disparaisse au plus vite. À cause de lui, les réunions publiques ne sont pas possibles. Peut-être on a pu faire cela en public si c'était possible. Mais heureusement, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes réunis ce soir sur cette plateforme Zoom. Bienvenue à cette rencontre par Zoom avec notre hôte qui nous aidera de comprendre et apprendre quelque chose de notre monde d'aujourd'hui. Ce soir, c'est notre deuxième soirée de webinaire dans le cadre du mouvement Pax Christi France, mouvement qui milite pour la paix. Un des aspects des actions de notre mouvement Pax Christi est agir pour l'écologie, pour soutenir et aider la paix. Les actions du mouvement pour l'écologie ont commencé déjà l'année dernière et continuent cette année 2021. Ce sera aussi une action effective autour et avec notre pèlerinage Notre-Dame de Sauvigny dans le diocèse de Moulins que nous prévoyons et qui aura lieu, j'espère, de 30 avril au 2 mai. Et à ce moment, on va également faire les activités liées à l'écologie. Pour ça, je vous signale déjà cela pour que vous puissiez penser à cela et que si les conditions épidémiologiques nous permettent, on sera vraiment présent à Sauvigny de 30 au 2 mai. Si ce sera autrement, à ce moment, on va organiser également une présence au minimum virtuelle autour de ces pèlerinages de Sauvigny. Je vous signale que nous avons commencé ces webinaires et nous allons essayer de tenir une fois par mois, toujours le deuxième jeudi du mois. Ça signifie que vous pouvez déjà penser à cela. J'espère que le prochain webinaire, ce sera sur la théologie dans l'Église orthodoxe. Théologie écologique dans l'Église orthodoxe. Mais on verra, tout dépendra de ceux qui vont participer à ces webinaires qu'on prépare. Voilà. Ce soir, nous commençons une soirée avec une personne que vous connaissez, mais qui était un des premiers enseignants et fondateurs de l'enseignement de l'écologie à l'université. L'homme qui a une vie remplie de militance pour l'écologie, pour la nature, un homme qui est également un homme politique, dans bon sens de termes et nobles termes de politique, qui également a fait tellement d'actions pour la paix, parce qu'il était aussi militant de la paix dans notre mouvement, Pax Christi, étant donné qu'il a été un des animateurs de justice et paix de notre mouvement. Pour cela, et c'est très important de savoir que cette année, qu'il a fait tellement de choses qu'il a, à partir de 1991, il a été responsable de commission de sauvegarde et de gérance de la création de Pax Christi, et l'année suivante, dans la commission de justice et paix, sauvegarde de la création de la conférence épiscopale de France. Il est notre hôte ce soir, c'est Jean-Pierre Raffin. Monsieur Jean Raffin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vladko. Voilà. Je suis très heureux et très honoré de faire ce webinaire avec vous. Moi aussi. En parcourant votre vie, votre biographie, je me suis demandé, et je vous demande, de nous dire ce soir
Comment vous avez réussi faire tout cela? Vous étiez un enseignant jusqu'à 2002 à la faculté, en militant pour tous les parcs nationaux de France, pratiquement. Vous étiez conseiller de tant d'organismes en militant de Pax Christi, de la Commission épiscopale de justice pour la justice, paix et sauvegarde de la création. Vous avez écrit 15 ouvrages dans le domaine de histochimie et de la neurobiologie expérimentale, et c'est 73 dans le domaine de la connaissance et de la gestion du patrimoine naturel. Vous avez travaillé dans le ministère de l'Environnement et vous avez fait tant d'autres choses. Comment vous avez réussi à faire tout cela? Quand on est passionné par un sujet, on y consacre du temps. Quand on a la chance d'avoir une femme et des enfants qui vous laissent le temps de militer bénévolement à côté des activités professionnelles, eh bien, on peut faire beaucoup de choses. Et quand on s'intéresse aux autres, quand on s'intéresse au monde vivant dont nous faisons partie, eh ben, c'est ce qui a animé, je dirais, ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et là, je suis un peu frustré d'être maintenant claustré à Paris parce que une bonne partie des activités que j'avais avant, je préfère les vivants aux écrans, ne peuvent plus se dérouler avant que je sois vacciné. Ah. Voilà. Vous avez travaillé sur les micro-organismes et les cellules. Et vous avez fait votre travail, votre doctorat de 3e cycle sur ça, et vous êtes après travaillé sur la nature, comme ça s'appelle, les sciences naturelles. Et j'ai envie de vous demander combien nous, les hommes, avec notre comportement envers notre mère, la Terre, combien nous sommes coupables pour ce virus Covid-19 qui nous menace tous. Et en plus, j'ai un souvenir d'historien qu'il y a centaines d'années, il y avait, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait, quand la Terre et les hommes ont subi les massacres, que la grippe espagnole a décimé les populations européennes et ailleurs aussi. Quel rapport vous voyez aujourd'hui entre notre Terre, Mère Terre, et ces fléaux Covid et notre comportement? Tout d'abord, les virus ont toujours existé, ils existeront toujours, mais il est certain que ce que l'on appelle la mondialisation favorise la circulation des virus comme d'autres espèces qu'on appelle les espèces invasives qui, en 24 heures, peuvent aller d'un continent à un autre. Donc, il y a déjà nos modes de vie. Alors, l'homme a toujours transporté avec lui des espèces végétales et des espèces animales. On voit par exemple que dans les Caraïbes, une bonne partie des plantes qu'on voit dans la Caraïbe viennent d'Amérique centrale et qui ont été apportées par les Amérindiens il y a fort longtemps. Donc, c'est un processus qui a toujours eu lieu. Ce qui est relativement nouveau, c'est la rapidité avec laquelle l'homme fait passer d'un continent à l'autre des organismes vivants et qui introduit des organismes vivants dans des milieux où il n'a pas de contrôle par d'autres organismes. Et donc ça, c'est un phénomène relativement nouveau à l'échelle de l'histoire de la vie. Et donc, d'une certaine manière, pas forcément volontairement, nous en sommes responsables. Alors pourquoi est-ce que je suis passé
l'histochimie, puisque j'ai fait un 3e cycle d'histochimie. J'ai travaillé sur un problème très particulier qui était la fabrication d'une gène de tissu collagène. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ensuite, j'ai fait une thèse d'état de neuroembryologie expérimentale qui avait pour but de voir quelle était l'influence chez les oiseaux, en particulier le poulet, de la création du système optique sur la formation du cerveau. Donc, ça a peu de rapport avec l'écologie. Mais parallèlement à ces travaux scientifiques, tout d'abord, j'étais enseignant de zoologie à la faculté des sciences en 63 et très tôt, je me suis intéressé, je dirais, au monde vivant dans sa diversité, notamment lorsqu'est paru l'ouvrage de Dorst, Avant que nature meure, et en même temps L'homme et la nature de Michel Hervé-Julien. Et parallèlement à un travail de laboratoire, je m'intéressais beaucoup, je dirais, à l'ensemble du monde vivant dont nous faisons partie, et j'ai basculé en quelque sorte vers l'écologie après avoir participé à un colloque qui avait été organisé à l'UNESCO en 68, qu'on a beaucoup oublié, qui était sur l'utilisation rationnelle des ressources de la biosphère. Et j'avais été très frappé par un rapport qui est le rapport qui avait été signé par le professeur Bourlière, que je connaissais, professeur Bourlière qui était un écologue de terrain internationalement reconnu, en même temps qui était un grand médecin de la nature de ces grands médecins du 19e, qui était un peu polyvalent et qui était le fondateur de la gérontologie en France et qui avait rédigé un rapport avec René Dubos, là aussi, un microbiologiste à qui l'on doit beaucoup de travaux sur les antibiotiques, et ils avaient rédigé un rapport dont je vous présente le titre. Ah oui. Et ce qui est pour moi est la définition vraiment de l'écologie, c'est l'équilibre dynamique avec le milieu satisfaisant les besoins physiques, économiques, sociaux et spirituels. Dans une instance scientifique, et je dirais, c'était un peu un avant-goût de l'écologie intégrale promue par notre cher pape François. Donc, et c'est ce qui m'a conduit petit à petit à abandonner le travail de laboratoire, surtout à partir du moment où il y a eu la marée noire de l'Amococadis. J'avais déjà travaillé sur celle du Torrecanien en 67, et au moment de l'Amococadis, j'avais monté une équipe de Parisiens pour aller aider nos amis bretons à se sortir de ce pétrole, car je leur avais dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Parisiens, biologistes de la faculté des sciences, pour vous aider. Et ils nous avaient dit, écoute, ce qu'on voudrait que vienne, c'est faire l'inventaire de l'état du littoral. Nous, de Brest, on va jusqu'à Roscoff. Ensuite, il y a les gens de Roscoff. Et après, eh bien, dans la région de Lannion, il faut quelqu'un qui fasse un inventaire. Et donc, j'ai monté une équipe avec algologues, botanistes, spécialistes des mollusques, des crustacés. Et on a fait un inventaire qui a servi ensuite sur les dégâts sur la faune et la flore du mazout pour le procès qui a été intenté à l'Amococadis. Et je me suis dit à l'époque, finalement, on fait un état des lieux, mais il serait intéressant de voir comment va se reconstituer le milieu sur les milieux sableux, les milieux rocheux. Et pendant 30 ans, nous avons continué à travailler pour voir comment se reconstituer le milieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé, je dirais, à l'écologie. À partir de ce moment-là où j'ai travaillé dans ce domaine-là, et puis dans d'autres secteurs, évolution de population, dans les parcs de montagne, notamment dans le parc des Écrins. Jean-Pierre, vous avez commencé à travailler quand vous avez vu que l'État, comment notre terre est un peu torturée, menacée, et tout ça par. Mais est-ce que vous pouvez nous un peu dire historiquement à quel moment nous avons déjà un peu dérapé vis-à-vis l'humanité comme telle a commencé à déraper vis-à-vis de la mer, de notre mère, la Terre?
Bah, si vous voulez, c'est un processus qui est lié entre à la fois l'impact de la population, enfin du nombre des humains, des besoins virtuels, enfin, ou des besoins pas forcément nécessaires, je dirais, on peut dire historiquement que les premiers dégâts, et on voit Voilà. les historiens, datent de l'agriculture. Ah, Et quand on voit que avant les populations de chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, quand il y a des analyses qui ont été faites montrant qu'ils passaient pour une semaine, 2 à 3 jours d'activité, et qu'à partir du moment où s'est développée l'agriculture, l'homme est devenu sédentaire et a eu un impact important. Mais il faut quand même savoir que pendant très longtemps, il a vécu en échangeant, en quelque sorte, en utilisant la diversité du monde vivant, aussi bien de la flore et de la faune, et en étant quand même en quelque sorte tributaire des rythmes naturels. Et c'est un peu la notion qu'a développé l'Union internationale de conservation de la nature lorsqu'il a lancé son programme en 80 de développement soutenable, c'est-à-dire un développement qui soit étayé sur les capacités de renouvellement de la ressource. Et à partir du moment où on ne tient plus compte des processus naturels de renouvellement des ressources, c'est à ce moment-là qu'on pollue, qu'on détruit. Alors que, en quelque sorte, les civilisations, les Amérindiens, par exemple, traditionnels, vivent en fonction des capacités de la ressource dont ils vivent. Et l'homme moderne, en quelque sorte, a voulu s'en extraire, et on voit les résultats avec les pandémies et le dérèglement climatique, la pollution des océans. C'est quand on ne tient plus compte du rythme intrinsèque à la nature et qu'on n'étaye pas son développement sur les capacités de renouvellement de la ressource. Les ressources sont là, il est normal de les utiliser, mais il faut, comme disait un chercheur qui s'appelait George Perkins March, il ne faut pas utiliser, il faut utiliser l'intérêt du capital et ne pas taper dans le capital. Il disait ça en 1864. Or, nous avons tendance à taper dans le capital et donc à ne pas utiliser la ressource utilisable. et Mais c'est voilà. un long processus. Ouais. Vous avez dit que vous avez à quel moment vous avez commencé à vous intéresser, mais vous avez en 73 fondé en quelque sorte, commencé l'enseignement universitaire à la faculté d'écologie. Mais ce qui m'intéresse, après je vais vous poser les questions Oui. justement sur ça, mais à quel moment l'État français ou en général les États commencent à être conscients de nécessité un peu s'engager dans l'écologie, parce que je pense que c'était pas facile, c'était pas évident qu'ils s'engagent. Alors, l'écologie en tant que discipline scientifique, je dirais, est arrivée à la fin du 19e. Oui, oui. Les biologistes, avant, s'étaient intéressés à classer, à classer les espèces depuis Linné, à ranger un peu les objets du monde vivant pour savoir comment ils s'étaient organisés, s'étaient intéressés aussi à la physiologie des organismes vivants. Et à partir de la fin du 19e, eh bien, on s'est posé la question de savoir comment interagissaient ces organismes vivants entre eux et vis-à-vis de leur milieu. Et pendant un premier temps, pratiquement jusqu'à Tansley 1935, l'écologie a été essentiellement naturaliste. C'est-à-dire, elle s'intéressait déjà à la fin du 19e aux États-Unis à l'impact, par exemple, d'espèces invasives qui perturbaient certaines cultures, et donc de savoir comment on pouvait le lutter contre. Mais c'est à partir de la notion d'écosystème de Tanslem que l'homme est entré dans l'analyse de l'écologie.
je dirais, dans le concept, d'un concept global où l'homme est partie prenante et doit se préoccuper des conditions de vie. C'est ce que disait tout à l'heure quand je vous ai montré le titre Oui, de oui. l'article de Bourlière et de Dubos et de Clauson, et donc l'homme fait partie. Et ce qui explique d'ailleurs d'une certaine manière que à une certaine période de l'histoire, relativement récente, l'écologie s'est intéressée à la politique parce qu'elle s'intéresse à l'homme. L'homme fait partie de la nature et son rapport au monde vivant, son rapport à la ressource, implique ses modes de fonctionnement. Je dirais que ça a été mon cheminement comme bénévole, puisque j'ai été militant associatif à la Fédération française des sociétés de protection de la nature, maintenant France Nature Environnement, où au départ, un certain nombre de scientifiques, comme mes prédécesseurs François Ramade, avec qui j'avais fondé l'enseignement de l'écologie en 70 à Paris 7 Denis Diderot, ensuite Jean-Claude Lefebvre, on s'intéressait à l'impact, par exemple, à l'impact de remembrement, à l'impact de l'assèchement des zones humides, de certains grands aménagements qui ne tenaient pas compte du fonctionnement du monde vivant. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais si cet impact est important, c'est que nous avons des modes de fonctionnement de la société qui ne tiennent pas compte justement de la diversité du monde vivant, qui ne tiennent pas compte des impacts de la population sur l'homme, sur nous, en France, puisque là on travaille en France, Oui. mais également au travers de ce qui était à l'époque les colonies, etc. Et donc, s'intéresser au rapport de l'homme au monde vivant, finalement, c'est une façon de faire de la politique en temps associatif, sans forcément entrer dans le système du jeu politique, que j'ai fait une partie de ma carrière lorsque j'étais au Parlement européen. Vous voyez, Oui. tout est lié. Comme dirait Oui. le pape François, tout est lié. Oui. Et quand vous avez fondé cet enseignement à l'université, pour le fonder, est-ce que vous avez eu des difficultés Non, du monde universitaire alors, on a eu et des... d'administration? Oui, au début, parce que, je dirais, les moyens sont répartis et donc il y avait des disciplines traditionnelles et puis c'était surtout le moment où a commencé à se développer la biologie moléculaire et où certains des tenants de la biologie moléculaire estimaient que la biologie moléculaire pourrait résoudre tous les problèmes et donc laisser un peu de côté, je dirais, les sciences naturelles traditionnelles, qui étaient l'approche de terrain du vivant dans sa diversité. Et donc, comme les moyens étaient limités, une nouvelle discipline qui arrive, eh ben, ça veut dire qu'on va renier les autres. Et donc, ça, je dirais, c'est un système tout à fait classique. À chaque fois qu'une nouvelle approche se fait, si elle se fait au détriment en partie des autres, les autres protestent. Donc, ça a été difficile. Et puis, ça a été aussi difficile intellectuellement, notamment en France. Parce que nous vivons, et nous vivions encore à l'époque, avec la classification des disciplines qui étaient héritées du positivisme du 19e siècle, où on était soit botaniste, soit zoologiste, soit géologue, soit physiologique. Or, l'écologie est à cheval un peu là-dessus. Elle touche à plusieurs disciplines, et donc quand on est à cheval sur plusieurs disciplines, dans notre système, dans le carcan administratif, on n'est nulle part. Bon, je me souviens très bien qu'après avoir fondé l'enseignement d'écologie, avec une collègue géographe, Yvette de Wolf, qui a connu Florence Pultier qui était là, on avait fondé un enseignement qui s'appelait Espace et Milieu, qui était à cheval sur la biologie et la géographie physique. Et quand on discutait dans nos structures administratives, les biologistes disent « Ah ben tu travailles avec les géographes, donc tu es en géographie ». Et les géographes disaient la même chose. On avait beaucoup de mal à travailler de manière pluridisciplinaire parce que ça n'était pas dans l'esprit français, qui est un esprit cartésien, qui est très capable de découper les problèmes, et je prends souvent dans des débats, je disais, en France, on est capable de définir la moindre queue d'aran d'une armoire, d'une commode, mais on oublie qu'il y a une commode.
En écologie, encore que ça, c'est la commode, on est très fort pour découper les problèmes. Or, la réalité du monde vivant ignore les découpages. Elle est à cheval et on vit enfin, ça a beaucoup changé par rapport aux années 70. Ça a beaucoup changé, Dieu merci, où maintenant le travail interdisciplinaire est beaucoup plus facile que c'était à l'époque. Mais le fait que maintenant, tous tous les niveaux de diplômes universitaires sont faits sur l'écologie. C'est extraordinaire ce que vous avez réussi avec vos collègues à faire dans cette société et permettre une réflexion profonde et précise de ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire pour l'écologie, plutôt pour nous-mêmes. Voilà. C'est exactement ce qu'on avait essayé de faire avec cette collègue géographe, de passer au travers des limites disciplinaires en disant, et je me souviens très bien lorsqu'on avait fondé ce DESS, qui est maintenant un master, où était Florence, on est parti de l'idée que nos étudiants et nos étudiantes, dans leur carrière, seraient amenés à certainement beaucoup changer. Parce que le monde vit. Et on leur a dit, ce qui est important, c'est de leur donner une colonne vertébrale de réflexion. Et ensuite, au travers des professions qu'ils vont exercer, ils iront chercher, je dirais, la spécialité dont ils ont besoin. Nous ne voulons pas faire des spécialistes, et c'était à l'époque où l'université faisait ce qu'on appelait de la formation professionnelle. Avant, quand j'ai commencé moi à travailler à l'université en 63, c'était soit vers la recherche, soit vers l'enseignement. Et là, ça a été la professionnalisation de l'université où on formait des gens qui ne seraient ni des chercheurs, ni des enseignants. Qui aurait un métier de gestion sur le terrain, et c'est comme ça qu'est né le DESS Espace et Milieu. Ah, merci beaucoup pour cet effort. Mais vous êtes aussi homme de foi. Vous avez travaillé avec Pax Christi, engagé bien pour la paix, et vous savez bien que l'écologie fait partie aussi de faire la paix. Je reviens vers vous parce que pour vous poser la question, et comment l'Église catholique en France a commencé avec comprendre qu'il y a l'écologie, que c'est nécessaire un peu se tourner dans ce sens, que là on peut introduire aussi la spiritualité et que l'écologie soutient la spiritualité. À quel moment? Alors à quel moment, personnellement, je vous dis, je me suis posé la question en tant que catholique. Lorsque j'ai été en Pologne, j'ai été invité en 86 en Pologne. C'était à l'époque du général aux lunettes noires. On était Solidarność, les représentants en France, a pris contact avec la Fédération française des sociétés de protection de la nature en leur disant comment, de l'extérieur, pouvez-vous nous aider, comment pouvez-vous aider les mouvements écologistes polonais de l'extérieur. Et donc, je suis parti en Pologne, avec quelques étudiants d'ailleurs, à Cracovie et à Varsovie et Cracovie, et j'ai été frappé de voir à cette époque-là que les mouvements écologistes étaient soutenus par l'Église polonaise, à la fois des congrégations, notamment des franciscains, le club franciscain écologique, d'autres organismes, et que nous réunissions très fréquemment. Je me souviens très bien à Cracovie, dans la clôture d'un monastère pour pas avoir trop de problèmes avec la police. Et donc, il y avait une mobilisation de l'Église. Je me souviens très bien aussi d'une lettre pastorale au mois de novembre 86 de Monseigneur Zemans, qui était l'évêque de Katowice, sur les questions de pollution. Je me souviens très bien avoir vu avec des ingénieurs également Nova Huta et Skawina, qui étaient des industries d'une pollution effroyable, la pollution à Cracovie, la pollution de l'eau, etc. C'est quelque chose d'épouvantable. Et donc l'Église polonaise soutenait beaucoup les mouvements écologistes. Et puis c'était aussi juste après Tchernobyl, et on voyait les effets, je dirais, des retombées radioactives sur la santé des populations, sur l'alimentation, etc. Et rentré en France,
j'ai écrit à mon évêque, qui était Monseigneur Armand Le Bourgeois, évêque d'Autun, Châlons et Mancourt, en disant qui, dans l'Église française, qui, dans l'épiscopat, s'intéresse à ces questions-là. Et il m'a répondu, cher monsieur Raffin, je suis désolé de vous dire que je ne vois personne qui s'intéresse à ces questions-là dans l'Église de France. Et donc, je suis resté un peu sur le flanc. Et en fait, c'est lorsque j'ai été élu au Parlement européen en 89 que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Pierre Ribaud, parce qu'à l'époque, le Parlement utilisait les locaux du Conseil de l'Europe, et pour des raisons quasi professionnelles, j'avais été voir Jean-Pierre Ribaud comme responsable de l'environnement, de la protection de la nature du Conseil de l'Europe pour discuter des problèmes de protection. Et puis, en discutant avec lui, je me suis aperçu que nous partagions la même foi catholique. Et lorsqu'il a mis en place sauvegarde et gérance de la création, eh bien, je l'ai rejoint et c'est comme ça, je dirais que j'ai investi en tant que catholique dans la sauvegarde de la gestion de la création, parce que il fallait mobiliser, je dirais, le monde catholique à ces questions-là, car dès qu'on disait dans le monde catholique le mot écologie, tout de suite on voyait les gauchistes, le 68, etc. Et on peut pas dire que l'Église de France, à cette époque-là, se soit beaucoup mobilisée à l'image de ce qui se passait, par exemple, aussi bien en Italie d'ailleurs qu'en Pologne. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, de fil en aiguille, nous sommes, avec Pax Christi, les différents colloques qui ont été organisés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des thèmes tout à fait d'actualité étaient déjà soulevés, notamment lorsqu'il y a eu l'appel de Klingenthal en 95, où on parlait déjà de dérèglement climatique, on parlait déjà de pillage des ressources dans les pays tropicaux et de pillage des populations autochtones, etc. Donc de sujets tout à fait d'actualité, eh bien, vu sous l'aspect spirituel, et ça reprenait tout à fait, en quelque sorte, la thématique qu'avait développée en 68 Bourlière et Dubos, de lier, je dirais, à la fois le spirituel avec le matériel. Et j'ai continué dans ce domaine-là. Ah, voilà. Revenons presque à l'actualité. Avec l'encyclique de Laudato Si de Pape François, on peut dire que on peut se poser la question pour vous, quel impact a aujourd'hui, même si tout le monde parle de Laudato Si, mais il me semble que tout le monde ne suit pas la pratique que Laudato Si invite. Et comment vous situez par rapport de ça, la demande d'encyclique et la difficulté de mettre en pratique en quelque sorte de ces propositions que Pape a quand même fait auprès de, pas seulement auprès des catholiques, mais auprès de tout le monde, auprès de l'humanité. Comment vous réagissez par rapport à ça, l'invitation de cette encyclique et mise en pratique de cette demande et proposition de Pape? C'est-à-dire que entre la nécessité de changer de mode de vie par rapport à la manière dont nous agissons provoque évidemment toujours une certaine réticence. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que déjà, et ça, on a un peu tendance dans les médias chrétiens à le rappeler, que déjà Jean-Paul II, dans le message pour la paix du 1er janvier 90, disait beaucoup de choses qui ont été reprises ensuite et développées par le pape François, mais il faut dire qu'à l'époque, ça n'a pas eu beaucoup d'impact, c'est le moins qu'on puisse dire, dans les médias catholiques, en effet, parce que dès qu'il y avait le mot écologie, tout de suite, il y avait une certaine réticence, alors que le pape Jean-Paul II dit, et tout au long de son pontificat, est intervenu sur ces questions. Quand on pense qu'il y avait à peine un an qu'il avait été élu au magistère suprême, il désignait Saint François comme un modèle pour les chrétiens.
Oui, À peine un an après avoir été élu. Et tout, il est intervenu. Alors, ce qui m'a toujours frappé en lisant un peu les médias, c'est l'oubli de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, là, je relisais ces jours-ci Fratelli Tutti, et il y a tout un passage dans le premier ou deuxième chapitre où le pape François parle de l'importance de l'histoire et dit nous ah sommes oui, une oui. civilisation. Le premier chapitre, Le le premier premier chapitre. chapitre. Et moi, j'ai été très frappé dans un groupe de lecture. On doit en parler la semaine prochaine, et j'ai été très frappé parce que c'est une chose qui me frappe. Nous sommes une société amnésique, et amnésique qui ne veut pas chercher de racines, qui ne veut pas et qui oublie, alors sciemment ou pas, peu importe, mais qui oublie ce qui s'est passé avant. Et je me suis toujours frappé de voir combien a été oublié tout ce qu'a pu dire Jean-Paul II sur ces questions-là. Et quand on regardait quelques grands journaux ou médias, je ne les citerai pas par chiffre Oui, chrétienne, au moment du décès de Jean-Paul II, il n'y avait pas un mot sur cet aspect de son pontificat. On oui. parlait des tas d'autres choses, mais on ne parlait pas de cet aspect-là qui, pour moi, a été, je dirais, moteur pendant de longues années. Et c'est pour ça que, pour moi, pour le bénévole associatif, pour le chrétien, Laudato Si, qui a eu un accueil formidable, a été, je dirais, une bénédiction en quelque sorte, parce que ça reconnaissait l'activité que nous avions eue pendant 20 ou 30 ans dans le silence le plus absolu. Alors, le problème de la mise en pratique, mais c'était exactement la même chose que ce que disait Jean-Paul II, il faut accepter de changer de mode de vie. Hein, mais quand on voit que, par exemple, je me souviens très bien lorsque le président des États-Unis, au moment du sommet de Rio, disait le mode de vie américain n'est pas négociable. Donc, si vous voulez, on est face à une réalité où le système économique, les systèmes politiques ont beaucoup de mal à se remettre en question. Et c'est pourtant ce que nous demande en permanence, ce que nous a demandé Jean-Paul II, ce qu'a demandé Benoît XVI, ce que demande le pape François, c'est d'accepter de se convertir, de changer nos modes de vie. Parce qu'il est certain que si l'ensemble de l'humanité veut vivre avec les mêmes critères dit de développement que l'Amérique, c'est pas possible. La Terre n'est pas capable de supporter, je dirais, des modes de vie à l'américaine. Et c'est pourtant le modèle. Mais on oublie d'ailleurs très souvent que à quel moment a été développée l'idée des pays en voie de développement. C'est en 49, lorsque Truman avait fait un discours assez important où on avait classé dans le monde les pays développés, c'est-à-dire les pays qui avaient le mode de fonctionnement occidental, et tous les autres qui étaient considérés comme étant sous-développés. Et le fait d'avoir un développement différent était perçu comme étant du sous-développement. Alors qu'en fait, il peut y avoir des modèles de fonctionnement de société totalement différents de ceux que nous estimons, nous occidentaux, comme étant les seuls valables. C'est une question qui mérite d'être posée, et c'est ce que dit très bien le pape François. Notre modèle n'est pas transposable partout. Oui, et le pape François, dans son dernier encyclique, Fratelli Tutti, plaide pour la construction d'une nouvelle culture, une nouvelle culture sociale de dialogue, où il invite nos sociétés en dialogue constructif pour permettre que la vérité et la charité puissent être agissantes. Quel est votre regard sur nos sociétés aujourd'hui? Comment vous direz, quelle étape, par exemple, à ce moment, vous, en regardant ce qui se passe avec Covid, comment vous les voyez? Est-ce qu'elles sont vraiment de telle manière, comment guérir en quelque sorte, parce qu'elles sont malades, il semble, et Pape souligne ça souvent. Déjà, je pense qu'il y a un des traits caractéristiques des fonctionnements des sociétés dites modernes et de progrès. Quand on parle toujours de croissance. Oui. À chaque fois, je dis la croissance de quoi?
C'est très amusant, c'est une question qu'on ne pose jamais. Oui, oui, Et un autre exemple, lorsque est paru l'ouvrage du Club de Rome, oui. qui était les limites de la croissance, limits to growth. Ça a été traduit en français par halte à la croissance. Ce qui veut dire beaucoup de choses, ce qui n'est pas Oui, du tout la même chose. oui. Il s'agit d'accepter d'avoir des limites et nos sociétés dites modernes, euh, intellectuellement, refusent l'idée de limite. Or, la limite, elle est inhérente au fonctionnement de la vie. Ça, il y a déjà certains. Et deuxièmement, nos modèles de développement sont fondés sur le PIB, qui est un faux indicateur de on parle de la croissance du PIB, mais on sait très bien, comme l'avait dit Patrick Vivray et d'autres, que ce n'est pas un bon indicateur de développement d'une société. Et pour en revenir là au Covid, la Covid, je dirais que je ne voudrais pas être en poste de responsabilité actuellement. Gérer une telle épidémie, c'est pas facile, surtout qu'il y a des désirs contradictoires. Regardez par exemple par rapport au vaccin. Il y a quelque temps, personne ne voulait du vaccin en disant oh là là, ça va être, il y a des risques. Et puis tout d'un coup, maintenant, tout le monde veut le vaccin, et tout le monde veut se faire vacciner. Donc là aussi, il y a une contradiction dans nos fonctionnements de société qui ne prend pas souvent le temps de réfléchir et qui ne laisse pas le temps au temps. Ça, c'est un aspect. Et puis, moi, je me fais vacciner, mais je n'y vais pas tout de suite, il faut attendre un certain temps. Non pas que je craigne, je dirais, les effets secondaires, parce que tout médicament a des effets secondaires, mais plutôt, il ne faut pas se ruer là-dessus, il faut que ça s'organise dans la sérénité, dans le calme. Or, on a quand même une conduite, non pas au niveau politique, mais au niveau de l'attente de la société un peu chaotique. On veut tout et son contraire. Et je pense que c'est ce que dit fort bien d'ailleurs le pape François, à la fois dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti. Il y a un moment, il faut savoir faire preuve de sagesse et Oui, prendre du recul. Et nous avons aussi des sociétés qui ont beaucoup de mal à prendre du recul, qui veulent toujours aller tout. On veut tout tout de suite, très vite. Regardez, c'est extraordinaire, moi, une chose qui me frappe, quand j'ai vu se développer la vente par correspondance, qui entraînait, je dirais, des trains de camions, qui entraînait des stocks, des lieux de stockage. On voulait, dès qu'on avait commandé quelque chose, l'avoir dans les voir tout de 24 suite. heures. Et tout est articulé sur je veux, j'achète, je veux tout tout de suite. Pour acheter une paire de chaussettes, une paire de souliers, un appareil photo, on n'a pas besoin de l'avoir dans les 24 heures. Mais tout le moteur de fonctionnement de notre société est lié à vous avez envie, donc vous pouvez avoir tout de suite. Et ça entraîne, je dirais, tous les effets négatifs du fonctionnement de nos sociétés. Ce désir de vouloir tout de suite, tout de suite. Voilà. Jean-Pierre, mon temps de questionnement expire dans 5 minutes. Moi, la dernière question que je vais vous poser, Oui. c'est vous qui avez vécu tant de temps de militance, d'action, qui a agi pour le bien de la société dans le ministère, mais aussi à l'enseignement, dans l'Église et tout ça. Et aujourd'hui, quel conseil vous nous donnerez, nous qui sommes aujourd'hui, et pour les responsables politiques, pour les militants, pour les religieux, comment agir aujourd'hui dans la société pour qu'il y ait un progrès, non pas d'enrichissement ou avoir tout, mais pour avoir une qualité de vie et des relations humaines qui permet que tout le monde s'épanouisse. Ben, Voilà. je Quel est dirais, votre conseil? mon conseil, c'est de regarder les autres et de réfléchir aux autres avant de réfléchir à soi. Et deuxièmement, de penser, je dirais, je suis d'une certaine manière optimiste. J'écoute tous les jours une émission sur France Inter qui s'appelle de Philippe Bertrand. Et quand on voit tout ce qui se fait au ras des pâquerettes, tout ce qui se fait, toutes ces initiatives qui feront jamais le 20 heures des grands médias,
mais qui montre les gens qui se prennent par la main, qui sont solidaires les uns des autres. Moi, je trouve ça remarquable. Et je dirais pour ça que malgré un contexte que l'on dit morose, où l'on dit que les Français, je dirais, ne croient pas dans l'avenir, quand je vois tout ce que font les gens dans toutes nos communes pour se rencontrer, pour s'aider les uns les autres, je suis admiratif et c'est ça qui me rend optimiste. Mais encore une fois, ça passe par le regard vers l'autre et ce que dit le pape François, fratelli tutti. Les gens sont frères, il faut aider, il faut s'aider entre eux, entre nous. Voilà, merci Jean-Pierre de ma part pour l'instant. Maintenant, on va passer aux questions de ceux qui participent ce soir à ce webinaire. Oui, Jean-Pierre, tu peux poser ta question, on t'attend maintenant. Merci beaucoup. Juste deux remarques. Je suis très heureux que mon ami Jean-Pierre, dont j'ai apprécié la grande qualité d'intervention, qui a été la caractéristique de tout ce qu'il a fait pendant sa vie, ait cité ce que j'appelle la mini-encyclique du pape Jean-Paul II. Ce message du 1er janvier 1990, qui est une approche complète de tous les problèmes d'écologie. Mais je voudrais signaler que 20 ans auparavant, en 1971, le cardinal Villot, alors secrétaire d'État du Vatican, qui s'adressait à ce moment-là à des journalistes italiens à Rome, a eu déjà cette phrase étonnante dans un exposé sur l'environnement: toute atteinte à la création est un affront au Créateur. Voilà ce que disait le deuxième personnage du Vatican, il y a quelques 50 ans. Toute atteinte à la création est un affront au Créateur. Si c'est pas un péché mortel, je ne comprends plus rien. Ça a passé complètement inaperçu. Ça a passé complètement inaperçu. Et une deuxième remarque, si vous permettez, je crois que Pax Christi a commencé effectivement dans les années 80, et c'est surtout suite au rassemblement œcuménique européen de Bâle en 89 que j'ai eu la chance de préparer et de vivre avec Monseigneur Coste. C'est là qu'a été créée la commission pour l'environnement de Pax Christi, avec des gens aussi intéressants et compétents que notre ami Jean-Pierre et l'autre. Et je crois que ce serait intéressant que Pax Christi fasse un petit bilan de ce qui a été entrepris depuis 89. Non pas pour nous glorifier, pas du tout, mais simplement que pour rappeler avec humilité que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui très actuelles ont déjà été abordées autrefois et qu'on peut peut-être s'inspirer des réflexions qu'on a eues autrefois. Je m'arrête. Excusez-moi. Merci de votre attention. Voilà, Jean-Pierre, si vous avez quelque chose. Non, tout à fait d'accord, parce que c'est ce que je n'arrête pas de dire à nos amis journalistes. Vous devriez regarder un peu ce qui s'est fait, que vous passez en général totalement sous silence. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Il y a le comte Daniel et après Michel Danet. Oui, je voulais vous parler un petit peu des vers de terre parce que je suis extrêmement inquiet actuellement. Tout le monde veut supprimer tous les pesticides, etc. Et ayant travaillé à l'INRA durant une quarantaine d'années, on a découvert un peu par hasard l'importance des vers de terre et le travail qu'ils font durant la période hivernale. Et l'orientation actuelle, sous la pression des médias et du grand public, c'est de travailler. Pratiquement le seul moyen qu'on a pour maîtriser l'enherbement, etc., c'est de travailler le sol. Et plus on travaille le sol, plus on détruit les vers de terre. Dans nos prairies, on a 2 tonnes 400 de vers de terre à l'hectare, c'est-à-dire 240 grammes de vers de terre sur 1 mètre carré, alors qu'en terre de culture, c'est une quinzaine de grammes. Et on se rend compte qu'en terre de culture, lorsqu'on arrête, ça a été mis en évidence sur Grignon à l'AgroParisTech, si on arrête de labourer, on reconstitue en 10 ans les populations de vers de terre et on arrive à 150 grammes à peu près de vers de terre sur 1 mètre carré.
Et donc, le bio, si on continue le labour, c'est pas suffisant. Mais si on fait de la couverture permanente du sol sans labour, ça rejoint plus ou moins l'agriculture de conservation, mais c'est pas que ça. On reconstitue les populations de vers de terre. Et moi, je suis très inquiet actuellement parce que on recommande uniquement de travailler le sol, mais on ne se rendra compte que dans 20 ou 30 ans, qu'on a complètement bousillé les vers de terre et la fertilité du sol. Voilà. Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Bourguignons depuis Claude et sa femme, qui travaillent justement un peu Oui, dans bien cette sûr. même optique, disent aussi que nos meilleurs agents techniques, ce sont les vers de terre pour favoriser à la fois la productivité végétale, la productivité du sol. Mais une chose qui m'avait frappé, j'avais participé pendant un moment à la commission du génie biomoléculaire et il y avait une ignorance absolument totale sur, je dirais, la faune du sol. Et je pense qu'il y a eu, ce que j'avais eu l'occasion il y a très longtemps de connaître Vessière, de connaître Biotti, toute cette équipe qui avait lancé la lutte intégrée et à l'agro justement, et de voir que quelques années après, on n'enseignait plus la faune et la flore du sol à l'agro. On faisait de l'agriculture hors sol, et vous avez tout à fait raison, ce sont nos meilleurs agents, les vers de terre et les autres organismes du sol. Tout à fait d'accord avec vous. Michel Danet. Oui, bonjour à Jean-Pierre Raffarin, ça Salut. fait, Il y a longtemps qu'on s'est vu. n'est-ce pas, hein, comme Oui, quoi il oui. ne faut pas que Christi pour nous réunir de temps en temps. Exactement. Bon, ma question n'a rien à voir avec les vers de terre, je ne les méprise pas du tout. D'ailleurs, je signale que, enfin, certains le savent, mais pour en tout cas une partie des pesticides, l'action très néfaste sur les vers de terre est aujourd'hui amplement démontrée. Ah ben oui, ça. Bon. Ma question porte sur une chose à laquelle tu faisais allusion lors de ton intervention, enfin, à la fin d'une question. Tu parlais des multiples initiatives locales qui te rendent optimiste. Et ma question est la suivante. Entre la multiplication de toutes ces initiatives, je dirais, au roi des pâquerettes, mais qui sont pleines de bonne volonté, et puis les engagements politiques, et tu en as eu, au sens politicien même, si ça doit être le cas, pour faire évoluer massivement la stratégie des gouvernants, quelle est la voie? Est-ce que l'une est plus efficace que l'autre? Est-ce que les deux sont complémentaires? Enfin, comment te positionnes-tu par rapport à ça, vu ton expérience et vu le contexte? Bah, étant biologiste et donc soucieux de la diversité, génétiquement parlant, je dirais que ça doit être complémentaire. J'ai toujours été très inquiet des monocultures, que ce soit les monocultures agricoles, que ce soit les monocultures en termes énergétiques, que ce soit les monocultures en termes politiques. Ce qui fait la richesse de la vie, et si nous pouvons discuter ce soir ensemble, c'est que le processus de la vie qui s'est mis en place il y a près de 4 milliards d'années a eu comme stratégie la diversité. Et c'est l'essence même de la vie. Donc c'est pour ça que je pense que il faut à la fois des initiatives au ras des pâquerettes et en même temps des politiques au niveau national. Et c'est très difficile à articuler des deux parce qu'on a toujours tendance, et c'est peut-être pays jacobin, dans notre monarchie républicaine, ou dans notre république monarchique, à avoir de manière un peu univoque. Et ce qui fait pour moi l'avenir, c'est la diversité. Et c'est ce que dit d'ailleurs le pape François, aussi bien dans Laudato Si que dans la dernière Fratelli Tutti, c'est la réunion des divers, la réunion des diversités ensemble. Et non pas en antagonisme, mais travailler ensemble. Et là aussi, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a un système économique qui n'est pas un système collaboratif, mais regardez les langages économiques. On va conquérir le marché, on va éliminer la concurrence. C'est un langage de guerre.
Ce n'est pas un langage de De paix. travail en commun. Et je me souviens très bien, il y a quelques années, il y avait une entreprise de vente par correspondance qui disait, qui poussait à la consommation, qui disait la fièvre acheteuse n'est pas une maladie, en oubliant des gens que beaucoup de gens ne pouvaient pas avoir cette fièvre. Donc là aussi, on a toujours, on a un certain modèle de société qui n'est pas une société solidaire, qui est une société d'antagonisme. Et c'est pour ça que les expériences qui se mènent dans le carnet de campagne, parce que ça montre justement l'ensemble des diversités qui conduisent à un but positif, au bien Et commun. je suppose que dans cet ensemble, donc, tu incluras aussi des mouvements tels que Extinction Rébellion, par exemple. Bah oui, ben oui. Il mobilise sur des thèmes. Ce qui me frappe beaucoup actuellement, c'est qu'on a beaucoup parlé du dérèglement climatique. Mais on oublie justement tout globalement parlant, quand on regarde les médias, quand on regarde l'action politique, on oublie le monde vivant. Le monde vivant qui se détruit, et ce sont d'autres paramètres qui sont quelquefois beaucoup plus compliqués à régler que de dire on va diminuer le taux de CO2 des voitures, le taux d'oxyde d'azote, etc. Parce que ce qui détruit le monde vivant, c'est un ensemble de paramètres beaucoup plus complexes. Hein, c'est l'aménagement, c'est les espèces invasives, c'est les pollutions, c'est aussi et le dérèglement climatique se surajoute. Mais il n'y aurait pas de dérèglement climatique, il y aurait quand même une érosion de la diversité biologique parce que ce sont d'autres paramètres qui sont les principaux. Et ça, on est bien obligé de constater que sur ce domaine-là, le politique en général met beaucoup moins le paquet en quelque sorte que sur les questions de dérèglement climatique. C'est vrai. Voilà une question de la part de Florence et Marc. Moi, je suis vraiment une fan aussi des carnets de campagne et français quand même. Et assez passé avec, il y a aussi CO2 Mon Amour, La Terre au carré, Ah oui. missions qui sont vraiment bien là-dessus. C'est vrai que la question qu'on se pose, c'est pourquoi ces informations-là ne remontent pas plus haut au journal de 20 heures. Voilà. Oui. Ce serait tellement positif, surtout en cette période de Covid et de problèmes. Et voilà, ça mettrait du baume au cœur aux gens. Ma question, elle porte sur la Convention citoyenne. Comment est-ce qu'on peut interpréter le fait que le président Macron, après avoir mis en place cette convention qui est quand même très intéressante, hein, c'est sur un sujet d'environnement, faire participer les citoyens, a priori tirer vraiment au sort, bien qu'on ait pu entendre d'autres choses par rapport à ça. Comment est-ce qu'on peut interpréter le fait qu'il freine des cas de fer, si ce n'est enfin, pas des cas de fer, j'exagère, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il a acceptées, mais sur des sujets importants, qu'il n'aille pas plus loin, alors si ce n'est des questions électorales, en effet, voilà. Mais ou de lobby, voilà. Donc c'est un peu la question. Et puis justement, ce poids des lobbies, dont on a entendu parler il n'y a pas très longtemps par Christine Lagarde, qui a certifié que les lobbies n'étaient quand même pas tout puissants et que les politiques gardaient quand même leur libre arbitre et puis surtout leur puissance, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent les lobbies, c'est eux qui font tout, mais Christine Lagarde a bien dit que les politiques avaient quand même tout. Est-ce que si on peut raccourcir la question, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et il y a d'autres qui veulent poser des questions. La Convention citoyenne et puis un peu les lobbies. Moi, je fais le constat, et je l'avais déjà fait quand j'étais au Parlement européen, les groupes de pression existent, mais on n'est pas obligé en tant que politique de les écouter. Moi, j'ai reçu des lobbyistes quand j'étais au Parlement européen sur des questions d'additifs alimentaires. J'écoutais ça comme de l'information, mais on n'est pas obligé de les écouter. Et le problème, c'est quand les lobbyistes sont suffisamment puissants pour en fait faire la politique. Quand on voit les GAFA, par exemple, on est bien obligé de constater
que ces grandes entreprises, exactement que la financiation du monde, sont beaucoup plus puissantes que les politiques, mais c'est parce que les politiques leur ont laissé le pouvoir petit à petit, ont abandonné leur rôle d'arbitre. Moi, ce que j'attends d'un politique, quel qu'il soit, c'est qu'il soit vraiment un arbitre. Or, très souvent, on constate qu'il cède à des lobbies à court terme, en oubliant le long terme parce que les échéances électorales sont les suivantes. La Convention citoyenne a émis je dirais, des vœux très intéressants, par exemple d'inscrire, mais aussi, on est un système français, on n'applique pas les lois qui existent, on n'applique pas les textes qui existent, on en fait de nouveaux. Quand on voit qu'on propose d'inscrire dans la Constitution l'environnement, alors que ça y est déjà, mais ça c'est classique. Hein. Dans le domaine de l'environnement, moi j'ai des cartons entiers, archives de lois non appliquées, de lois sans décret, mais dans d'autres domaines c'est la même chose. C'est à mon avis une des tares de notre système politique. On vote des lois, mais on ne les applique pas. Donc, la Convention citoyenne, il y a de bonnes initiatives. Faire une nouvelle loi, si on n'applique pas celle qui déjà existe, moi, ça me semble un peu vain. Et pourquoi le président Macron freine sur certaines... Ça, je ne suis pas... Oui, il n'est pas dans les souliers de Marc. Je ne suis pas... au cabinet je ne fais pas partie de l'Élysée, donc je ne sais pas pourquoi. Là. Je constate, j'observe et je constate, mais je n'ai pas d'explication entre guillemets rationnelle. Il y a là une question d'Élise à tout le monde et spécialement à Jean-Pierre. La permaculture devrait-il être plus connue? Certainement. Oui, oui. Certainement, parce que ça a montré... Mais quand on voit, par exemple, l'intérêt des travaux de Marc Dufumier, agronome, c'est remarquable d'être s'appeler Dufumier est agronome. Non, oui, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Il montre très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur ce qu'il appelle les agricultures des tiers-mondes, montrant que dans différentes parties du monde, on arrive à avoir des productions alimentaires ou autres infiniment supérieures en qualité, mais ça demande de la main-d'œuvre au système des monocultures qu'on a développé dans nos agricultures dites modernes, qui ne tiennent pas compte, je dirais, des effets induits. Et donc, la permaculture, à mon avis, est une bonne solution, parmi d'autres. Mais encore une fois, je me méfie toujours des solutions uniques. Voilà. La question d'Alfonso est après Pauline. Bonsoir et merci de nous ouvrir. Vous avez été parlementaire européen, membre du Parlement européen, d'ailleurs vous avez été à Strasbourg, vous l'avez dit vous-même. Dommage qu'on ne se soit pas croisés, parce que j'ai arpenté les mêmes couloirs. Ma question est la suivante. Nous devrions disposer bientôt d'un pacte vert européen qui a été voté par le Parlement et globalement accepté par les États membres dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle. Que pensez-vous de ce pacte vert européen? Y voyez-vous une chance, un levier puissant pour engager cette transformation vers un mode de production économique, écologique, social également, différent et plus équilibré? Faut-il y croire et est-ce vraiment une chance pour un monde meilleur, si j'ose dire? Oui, mais tout dépend de la manière dont il va être appliqué. Je vais prendre un exemple. Je suis un peu plus compétent dans les questions agricoles. Je m'y suis intéressé quand j'étais au Parlement européen. Or, ce qu'on a constaté, j'espère que la nouvelle PAC y remédiera, c'est que l'essentiel des aides accordées par l'Europe via je dirais, le filtre national allait non pas aux formes d'agriculture je dirais, les plus respectueuses à la fois en termes de pollution, en termes de diversité, mais dans l'agriculture qui était à ce niveau-là la moins performante.
Et je crains aussi, enfin, ça peut être une crainte du pacte vert que l'essentiel des moyens n'aille pas forcément dans ce qui est entre guillemets le plus vertueux. Mais ça, il faut attendre l'application dans la mesure où une bonne part de l'application dépend des États et non pas forcément au niveau européen. Il y a une bonne volonté européenne, c'est une bonne chose, mais comment est-ce que cela va être appliqué? Et ça dépendra, comme pour bonne part des citoyens, et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné le Parlement européen en discutant de ce plan de relance. Mais l'idée est excellente. Mais encore une fois, comment ça sera appliqué? Je prendrai un exemple, je vais revenir au national. On a de bonnes lois, mais quelquefois, il n'y a pas de décret d'application, ou quelquefois, les services ministériels détournent l'intention du législateur dans son application. Et le problème avec la Ve République, c'est que l'exécutif, je dirais, n'est pas contrôlé en fait par le législatif. Et là, j'ai de multiples exemples de dérives entre la volonté du législateur et la manière dont c'est appliqué. Et comme quelquefois ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle loi plutôt que d'appliquer la première. Mais ça, c'est un système qui est lié à notre fonctionnement politique qui est pas du tout rationnel. Pauline, voilà. Alors, merci beaucoup de me donner la parole et merci Jean-Pierre Rafin pour cette superbe intervention très complète et structurée. Moi, j'avais une question toute simple. Comment on fait pour changer de paradigme? Parce que c'est pas un scoop que... Vous m'entendez pas très bien? J'ai pas entendu le début de la phrase. Comment on fait pour changer? J'ai oui, pas entendu on sait qu'il faut changer de paradigme, mais pourtant, ça se fait pas. On sait que ça passera quand même plus par la société civile que par les politiques qui sont des grosses machines avec de l'argent en jeu. Donc, vous avez bien expliqué que finalement, il faut qu'on doit revenir à quelque chose de plus respectueux, dépendant des processus naturels des ressources. On fait partie de la nature, mais finalement, d'accepter ses limites, c'est quelque chose qui, voilà, on veut pas accepter ses limites. Donc, évidemment, il y a une partie de la société civile qui est engagée dans des actions écologiques, moins de plastique, manger moins de viande, mais il y a quand même comment on fait pour changer l'ensemble avant que ça soit trop tard, parce que finalement il y a eu le Covid, mais finalement il n'y a pas énormément de changements concrets. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça et comment vous pouvez répondre à ça en fait? Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il y ait cet énorme pas, quoi. Voilà. Je dirais qu'en tant que citoyen consommateur, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense parce qu'on n'exerce pas ce pouvoir. On a quand même un pouvoir dans le choix de consommation, dans le choix de mode de vie. C'est quand même vous et moi, lorsqu'on va au marché, lorsqu'on va, ceux qui vont à Amazon ou ceux qui vont dans une librairie, tout ça, ce sont des choix individuels qui dépendent de chacun, qui ne dépendent pas de la grande machine politique. Deuxièmement, on a la chance d'être dans un pays où on peut voter. Alors que il y a des pays où les gens se font tuer pour voter. Et quand je vois le taux d'abstention dans différentes élections, moi je suis choqué. Je suis choqué que les gens râlent, mais ne s'expriment pas, si ce n'est entre eux, mais ne vont pas voter. Déjà, d'exercer son droit de citoyen. Troisièmement, vis-à-vis des médias. Combien parmi vous pensent, quand il y a un bon article, à mettre un petit mot au journal ou au journaliste en disant merci? De même que lorsqu'il y a un article qui ne plaît pas ou on n'est pas d'accord, de penser à le dire. On a beau, et quoi, ça coûte un timbre. C'est pas, ça n'est pas, je dirais, un travail de Sisyphe. Et en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'électeur, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, mais encore faut-il que l'on exerce ce pouvoir. Et qu'on accepte aussi de changer de mode de vie quand c'est possible. Je prends le cas de la voiture, par exemple. Nous, ma femme et moi, nous n'avons plus de voiture depuis une vingtaine d'années. Mais parce que nous avons la chance
d'habiter à Paris intramuros où il y a des transports en commun. Mais je ne vais pas vouer aux gémonies mon voisin dans le Brionnais, au sud de la Bourgogne, lui, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de déplacer. Donc, il faut aussi se méfier des politiques uniques qui ne tiennent pas compte de la diversité. Il faut, en fonction de la situation que l'on vit individuellement, penser avant et réfléchir avant d'agir et exercer des pouvoirs que l'on a, mais que souvent on n'exerce pas. Oui, Michel Lafoisse. Oui, donc tu as très bien répondu, Jean-Pierre, par notre pouvoir individuel, mais ça me semble totalement insuffisant s'il n'y a pas du collectif, donc une nécessaire organisation de la société civile pour pouvoir mener ensemble des actions collectives pour forcer les politiques. Qu'en pensez-vous? Alors, ayant une partie de mes gènes qui sont associatifs, j'ai toujours travaillé parce que là aussi, l'individu n'est plus, devient plus performant lorsqu'il s'organise au niveau associatif. C'est bien pour ça que moi j'ai milité dans le mouvement protection de la nature et de l'environnement depuis les années 65 et que je continue à m'aider parce que il est important. C'est aussi un élément pour faire bouger les politiques, de rassembler des citoyens autour d'une idée commune et de faire connaître notre point de vue, de proposer, je dirais, des solutions. Et je reviens sur France Nature Environnement, dont j'ai été secrétaire général pendant 10 ans, président. Nous avions choisi comme logo le hérisson. Pourquoi le hérisson? Parce que Michel Dornano, lors d'une assemblée générale en 79, nous avait dit « Vous devez être l'aiguillon vigilant de l'action administrative ». Donc on s'est battu pour avoir des lois et ensuite pour les appliquer. Et pourquoi le hérisson? Parce que le hérisson, lorsque on le caresse dans le sens du poil, ça ne pique pas. Lorsqu'on le prend à rebrousse-poil, ça pique. Et ce qui illustre parfaitement notre, en quelque sorte, de stratégie qui était contestation, concertation. On veut travailler avec. On veut faire entendre notre point de vue. On va proposer des solutions et donc accepter en quelque sorte de travailler avec, de collaborer, aussi bien avec les entreprises qu'avec l'État, qu'avec les syndicats. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Et c'est pour ça l'importance, pour répondre, l'importance d'une action individuelle, mais importance aussi d'une action collective qui rassemble les énergies. Là, comme c'est une fédération nationale, de aussi bien les Bretons, les Alsaciens, les gens du Sud-Est, du Nord, quand on a des problèmes communs pour faire connaître ce que nous proposons. Et ça a toujours été la stratégie associative, c'est de proposer autre chose, de proposer des remèdes lorsqu'il y avait des problèmes. C'est le fondement du monde associatif. C'est pas uniquement des gens qui se rassemblent pour jouer aux boules. J'ai rien contre les joueurs de boules. C'est des gens qui jouent d'ailleurs un certain rôle politique en proposant un autre mode de fonctionnement de la société. Maintenant, c'est la parole à Jean-Yves Dupré. Oui, moi je voulais remercier bien sûr Jean-Pierre pour l'exposé très intéressant et revenir sur cette dernière question sur laquelle on a terminé, c'est-à-dire comment passer des initiatives individuelles à quelque chose qui aura un impact réel. Et moi je crois que si on veut avoir cet impact, il faut vraiment que 3 acteurs travaillent ensemble. C'est des citoyens, avec éventuellement les associations, les ONG, etc. C'est l'État, parce qu'il y a forcément des mesures politiques qui doivent être prises. Et enfin, il y a les entreprises. Si on prend le cas des énergies renouvelables, comment voulez-vous développer les énergies renouvelables s'il n'y a pas aussi des entreprises qui sont là et qui, grâce aux mesures prises par l'État sur la pression des citoyens, vont pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Et je voudrais revenir aussi sur un autre terme qui est le rôle de l'Église là-dedans. J'ai eu la chance de participer avec Jean-Pierre à un groupe au sein de la Conférence des évêques de France.
On voit que, bon, c'est bien, on publie des bouquins, d'excellents livres, il y a eu une très bonne publication, notamment par la Conférence des évêques de France et Pax Christi, mais il faudrait que l'Église, quand même, se mobilise encore un petit peu plus. Alors, il y a un mouvement qui est Église verte, qui est déjà un très bon pas qui a été franchi au cours des dernières années, je crois qu'il faut le signaler, hein. Également, je pense que les églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, orthodoxes, voire avec les bouddhistes et d'autres, peuvent jouer un rôle de pression. Hein, et je crois qu'il faut jouer absolument cette carte-là. Le contexte actuel, après la crise du Covid, est tel que beaucoup de gens se posent des questions, mais il ne se passera pas grand-chose s'il n'y a pas des organismes qui se mobilisent vraiment sur ces thèmes. Merci beaucoup. Jean-Pierre? Moi, je constate que les églises, et c'est ce que rappelait Jean-Pierre Ribaud, toutes les réunions écuméniques qui ont travaillé sur cette question-là, les églises ont travaillé en quelque sorte la main dans la main. C'est une bonne chose. Alors, est-ce que les fidèles ont été aussi actifs? Bon, bah ça, c'est toujours le même genre de question. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Yves. Il faut à la fois les citoyens individuels, les citoyens organisés, qu'ils fassent entendre leur désir vis-à-vis du politique, qui est quand même là, et qui va arbitrer, et les entreprises. Mais bien sûr, il faut travailler ensemble. Et c'est quelquefois, très souvent, la difficulté dans notre pays, c'est l'idée du travail ensemble. Hein, c'est beaucoup plus une idée d'antagonisme qu'une idée de collaboration, de solidarité, où on s'oppose plutôt d'essayer d'avancer ensemble. Mais la solution, la piste qu'il faut emprunter, c'est la piste du travail ensemble, du être ensemble, et d'écouter l'autre. De ne pas vouloir imposer une vérité, elle se construit. Je dirais la vérité, elle se construit. Elle ne peut pas être assénée. Et nous, occidentaux, quand on voit un peu à l'échelle mondiale, on a un peu tendance à penser que nous avons la vérité, et que quand je relisais actuellement le livre de Stora sur mémoire algérienne, bon, il se trouve que pendant une période de ma vie, j'étais militaire de l'autre côté, et quand on voit l'histoire de la colonisation, où nous, occidentaux, et on a encore un peu, et les Américains aussi ont un peu, l'idée que nous étions les meilleurs et qu'il fallait civiliser les autres. Alors qu'en fait, il doit y avoir apport commun. Mais on n'est quand même pas occidental, c'est nous qui avons la vérité et les autres doivent nous écouter et appliquer nos solutions à nous. C'est pas ça qui fera un monde où le bien commun est pris en compte et un monde où on sera tous ensemble. Fratelli tutti, comme dirait le pape François. Il y a une question pour Jean-Pierre, c'est que pensez-vous du pacte mondial sur l'environnement? Ce qu'on appelle le pacte mondial. Oui. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a sous ce terme, mais on voit simplement la difficulté, à cause de l'égoïsme des États, de faire fonctionner l'ONU ou l'UNESCO, qui sont justement ces structures qui ont eu comme but que les différents pays apportent quelque chose. Quand on voit tout ce qui s'est passé ces dernières années, c'est la difficulté qu'on rencontre au sein de notre société, on le rencontre aussi au niveau mondial. Un pacte mondial, je dirais que si c'est un pacte où il n'y a pas, je dirais, de contrôle, si c'est un cahier de bonnes intentions, c'est déjà une bonne chose. Mais on voit la difficulté, non simplement au niveau européen, à faire appliquer des règles communes. Hein, parce que chacun dit ma souveraineté nationale, un pacte mondial, ça suppose que on accepte que de ne pas chacun avoir la vérité et que la vérité se construit avec les autres et qu'on construit l'avenir ensemble et non pas en voulant imposer une solution.
Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois la chose. Au terme de notre temps qui était prévu pour ce webinaire. Je vous remercie à vous tous d'être présents. Particulièrement, je remercie à Jean-Pierre Raffin. Au nom de l'équipe de Pax Christi nationale, je vous dis merci. Je vous annonce déjà que le 11 février, en principe, nous aurons un webinaire qui sera également sur le thème probablement d'écologie, comment les orthodoxes voient cette action pour l'écologie et vivre écologie. Encore une fois, bonne et heureuse année et que le Covid nous quitte au plus vite possible et j'espère de nous retrouver le 11 février prochain. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, au revoir.